Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Ben là, j'ai l'impression qu'on est reparti pour un autre tour de manège avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a eu cet hélicoptère abattu, donc un geste qui est attribué à l'Iran. Par la suite, Trump qui, comme d'habitude, là, sur les réseaux sociaux, fait le belliqueux, dit que les États-Unis vont répliquer. Chose promise, chose due, ça a été fait au cours des dernières heures. Georges Mercier est analyste et doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut, Georges. Salut, Alexandre. Bon, comment tu vois la suite des choses? Parce que là, c'est une chose, d'abattre un hélicoptère à grands frais, ça vaut une petite fortune, c'est avec un drone en plus, hein, ça démontre un peu le genre de conflit dans lequel on est. Heureusement, les pilotes s'en sortent indemnes. Les États-Unis disent on doit répondre. Mais là, est-ce que dans ton esprit, il y a un risque d'escalade pour la suite des choses? Comment tu vois ça? Il y a certainement un risque d'escalade. Premier élément intéressant, c'est comment Donald Trump a répondu durant la journée hier. On parle d'un homme qui, cet hiver, avait menacé la destruction d'une civilisation entière, qui nous a habitués à un langage toujours super hyperbolique, un peu ordurier. Et là, il avait une réponse quasiment professionnelle. Il dit « Un hélicoptère a été abattu, l'armée m'en a informé, nous devons répondre de nécessité. » C'était très calme, c'était quasiment présidentiel comme réponse, ce qui nous indique une première chose, il ne veut vraiment pas les relancer pour de bon les hostilités. Bon, les Américains devaient répliquer. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas laisser les Iraniens abattre un de leurs assets militaires sans réplique. La réponse, est-ce qu'elle est proportionnelle ou non? Bon, pour les auditeurs, c'est un concept un peu étrange, ça, le caractère proportionnel d'une réponse, mais les États, dans une guerre, jugent que, par exemple, vous abattez un hélicoptère, donc j'ai le droit d'abattre un centre de radar ou de frapper une installation militaire. Jusqu'à maintenant, c'est ce qui a été fait. Les Américains n'ont pas frappé de manière indiscriminée. Ils ont ciblé des sites de lancement de missiles, des sites militaires. Donc, ça apparaît comme une réponse assez rationnelle, ce qui nous indique à nouveau que oui, on veut poursuivre les négociations. Mais un point vraiment intéressant, Alexandre, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas sur pourquoi cet hélicoptère-là a été abattu. Est-ce que ça a été une décision qui venait d'en haut, donc le régime qui vraiment voulait faire capoter les négociations, ou c'est l'initiative d'une milice, d'un groupe sur le territoire? Parce que le fait demeure que oui, le régime iranien s'est reconsolidé, il ne contrôle peut-être pas tous les acteurs. Et ce qui est possible, même probable, c'est qu'il y ait des acteurs en Iran qui ne veulent pas d'un accord. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils abattent un hélicoptère pour espérer relancer les hostilités. Mais jusqu'à quel point l'Iran peut, prête-moi l'expression, là, étirer son élastique là, dans le contexte actuel? Le gros bout du bâton, bien sûr qu'en termes de puissance, c'est les États-Unis. Mais il reste le détroit d'Ormuz, c'est l'arme de chantage numéro 1. Là. Ah, mais ils s'en servent comme d'un droit de veto sur la politique. Mais est-ce que les Iraniens devraient se rappeler, est-ce qu'ils tendent à oublier en ce moment, ils sont quand même un peu arrogants là, dans les dernières semaines, c'est que le détroit d'Ormuz, c'est un atout dont le rendement diminue plus longtemps on le ferme. Parce que tant qu'il était immensément utilisé, bien entendu qu'une fermeture, ça brise en quelque sorte l'économie mondiale. Mais si on le garde fermé très très longtemps, qu'est-ce que les pays limitrophes, les pays qui s'en servent vont faire? S'organisent autrement. Ils vont trouver des alternatives. Oui, et il y a déjà des plans pour l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, de construire des chemins de fer, des pipelines alternatifs. Donc, plus le régime tient ce bout-là, plus il insiste, moins le détroit d'Ormuz deviendra important, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas de conséquences immenses bientôt. Néanmoins, il y a une forme d'arrogance du régime. Je pense que c'est CNN qui a répertorié, puis Alexandre Moranville-Ouellette nous en parlait tantôt, le nombre de fois où Trump nous a promis un accord. Okay, c'est des dizaines de fois, on est à peu près à 38. Là, ça devait se régler dans 2-3 jours. Est-ce qu'on peut encore le croire? Est-ce que même je regarde les marchés boursiers, on a l'impression là, même que les marchés boursiers ne le croient plus, que tout le monde est en train de se réorganiser. Est-ce que ça va devenir un peu la nouvelle normalité, ces tensions-là dans le Moyen-Orient? Vois-tu vraiment une sortie de crise à court terme, toi? Mais je pense que la Maison-Blanche commence à comprendre dans les dernières semaines que c'est vraiment compliqué. Je te donne un exemple d'à quel point c'est compliqué. Bon, on veut s'attaquer au programme nucléaire iranien, mais il y a plusieurs composantes de ce programme-là. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait des sites nucléaires iraniens existants? Qu'est-ce qu'on fait de l'uranium qu'ils possèdent? Est-ce que les Iraniens acceptent d'avoir des inspections rapides et surprises? Et tous ces points-là, ils sont négociés en ce moment, mais ils doivent être négociés par des experts du domaine qui savent de quoi ils parlent. Bon, là, les Iraniens nous disent aujourd'hui, on n'est plus trop sûr de vouloir une solution diplomatique parce que notre confiance est brisée. Bon, la confiance, elle n'a jamais été là de toute manière. Mais néanmoins, ça se poursuit tant bien que mal. Si la Maison-Blanche comprend que c'est compliqué, peut-être que Trump devrait arrêter de nous promettre un accord ultra rapide. J.D. Vance nous disait, ça pourrait être demain, ça pourrait être dans quelques mois. Mais l'ambition de base, elle demeure.
Mais ça a servi à quoi tout ça? Si, dans l'accord qu'on nous promet, là, ben on ne retire pas toute la question du nucléaire. Parce que là, regardons les conséquences, même ici, là, bon, que ce soit ici, mais les Américains, c'est encore plus vrai aussi. Là. Tu sais, le gallon d'essence à 4-5 piastres. Ici, on a frôlé le 2, on a dépassé même le 2 $ le litre. Ça a rebaissé un petit peu. Là. Ouais. Mais là, tu te dis, OK, là, on n'a pas enlevé la menace nucléaire iranienne. On s'est privé d'un flot de pétrole dans le détroit d'Ormuz pendant des mois. Ça a mis une pression très forte sur la chaîne d'approvisionnement. Le prix à la pompe a explosé. Nos finances sont déjà serrées. Ça a servi à quoi, tout ça? Deux gros éléments ici. D'abord, est-ce qu'on veut que notre politique soit dictée par le prix de l'essence? Puis le gros problème du président américain, c'est que les intérêts géopolitiques des États-Unis sont comme limités par la capacité des Américains et de l'Américain moyen à payer plus cher à la pompe. Est-ce que c'est une politique rationnelle pour un chef d'État? C'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, si je te donne l'argument le plus favorable aux Américains, bon, même s'il n'y avait pas d'accord, ils ont détruit une quantité phénoménale d'infrastructures et d'appareils militaires en Iran. Ce qui pose une question au régime iranien. Éventuellement, vous allez devoir vous reconstruire. Vous avez une économie qui va extraordinairement mal. Comment vous vous reconstruisez? Est-ce que vous faites ce que vous avez fait depuis la révolution islamiste en Iran, c'est-à-dire vouloir résister au méchant Satan occidental et donc investir dans l'armée, dans les gardiens de la révolution au détriment de votre population, ou au contraire, vous reconstruisez pour aider la population iranienne? Si les Iraniens font le choix qu'ils ont fait, je répète, depuis la fondation de la République islamique, bien, ce qu'ils risquent de faire, c'est entraîner un nouveau mouvement populaire à terme. Et ça, c'est un défi qui est lancé. Ça paraît très cher, les dizaines de milliards que ça a coûté aux États-Unis pour ce faire. Peut-être que l'Américain moyen ne le verrait pas comme ça, mais pour, disons, la doctrine stratégique américaine, il peut y avoir un élément positif là. Bon, on parle souvent des conséquences pour les élections de mi-mandat qui approchent à grands pas. Les yeux étaient tournés vers le Maine hier. C'était les primaires démocrates. Je veux absolument que tu nous parles de Graham Plattner. C'est celui qui a remporté la primaire, puis j'insiste, la primaire démocrate. Parce que c'est un drôle de moineau, lui. Ah, mais c'est un drôle de moineau. Ce qui est intéressant, le Parti démocrate, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, se cherche. Les démocrates ne savent pas quelle réponse vraiment ils doivent donner aux Trumpistes. Est-ce qu'ils doivent adopter une forme de populisme économique plus à gauche, un discours anti-élite où ils doivent faire ce qu'ils font depuis au moins Barack Obama, se présenter comme compétent, rationnel, un peu technocrate. Graham Plattner, c'est vraiment, en bon français, le poster child d'un populisme économique. Bon, c'est un vétéran, il a vu des combats, il est couvert de tatous, c'est un cultivateur d'huîtres qui vient du Maine rural. C'est un peu un Bernie Sanders plus jeune avec encore plus d'authenticité. Pour le dire comme ça, Plattner, c'est le genre de gars que lorsqu'il parle à une assemblée et il dit « Écoutez, je comprends que le coût de la vie est élevé », vous le croyez. Vous le croyez plus que le démocrate typique dans son beau costume avec sa cravate. Le problème de Plattner, c'est qu'il est aussi couvert de scandales. D'ailleurs, on notera un fait intéressant ici. Le New York Times et le Washington Post en ont beurré épais sur ces scandales-là. Bon, des petites révélations, des petits textos. Il aurait des problèmes d'alcool, il n'aurait pas toujours été parfaitement sympathique avec ses copines. Donc, le défi, en fait, la question qui se posait aux démocrates, c'est qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on veut un candidat authentique qui peut vraiment porter un message économique au détriment de quelques défauts de caractère, ou au contraire, on veut des candidats parfaits? Puis ce qui est intéressant, c'est que les démocrates ont toujours choisi le pari de la respectabilité. C'est la phrase de Michelle Obama, lorsqu'il frappe bas, on frappe haut. Mais Donald Trump, au contraire, les candidats MAGA ne se sont pas enfargés dans les fleurs du tapis de la respectabilité. Donald Trump n'a quand même pas le meilleur historique au niveau de ses relations avec les femmes. Ah, 2-3 petites affaires, rien. Et là, que les électeurs démocrates des primaires du Maine choisissent de l'encenser, parce qu'il y a quand même plus que 70% des suffrages, malgré ses défauts, ça nous montre peut-être un parti démocrate ou des électeurs démocrates un peu plus responsables, qui comprennent la game politique et qui se disent, écoutez, il ne sera pas parfait, mais pour porter le message dont on croit qu'il est le bon pour les midterms, on va le choisir quand même. Merci beaucoup, Georges. Merci, Alexandre. À demain.